Le 11 décembre 1572, une armée de 30 000 soldats espagnols apparaît aux portes de Haarlem. À leur tête, Don Fadrique Alvarez de Toledo, le fils du redoutable duc d'Albe, l'homme qui a transformé les Pays-Bas en un immense cimetière. Quelques semaines plus tôt, ces troupes ont massacré tous les habitants de Zutphen le 17 novembre, puis ceux de Naarden le 1er décembre. Des milliers de civils égorgés, noyés, brûlés vifs dans leurs maisons. Don Fadrique ne fait pas de quartier. Haarlem n'a jamais voulu cette guerre. La ville a même évité les violences iconoclastes de 1566 qui ont secoué d'autres cités néerlandaises. Ses habitants souhaitaient simplement vivre en paix, faire du commerce, élever leurs enfants. Mais quand les nouvelles des massacres de Zutphen et Naarden parviennent à leurs oreilles, ils comprennent qu'ils n'ont plus le choix. Se soumettre signifie peut-être la mort. Résister aussi, mais au moins, en résistant, ils gardent une chance. La situation politique aux Pays-Bas en 1572 est explosive. Depuis 6 ans, Philippe II d'Espagne écrase tout ce qui bouge sous la botte de son gouverneur, le duc d'Albe. Ce dernier a créé le Conseil des troubles, rapidement rebaptisé Conseil du sang par la population terrorisée. Plus de 1000 personnes ont déjà été exécutées pour hérésie ou rébellion. Les comtes d'Egmont et de Hornes, pourtant des nobles respectés, ont été décapités sur la grande place de Bruxelles en juin 1568. Le message est clair, personne n'est à l'abri. Guillaume d'Orange, le prince rebelle, a pris la tête de l'insurrection. Le 1er avril 1572, ces corsaires, les gueux de la mer, s'emparent du port de Brielle. Ce coup d'éclat relance la révolte dans tout le pays. Une à une, les villes de Hollande et de Zélande se rallient à la cause orangiste. Amsterdam et Middelbourg restent fidèles à l'Espagne, mais le vent a tourné. En juillet 1572, lors d'une assemblée à Dordrecht, Guillaume d'Orange est nommé gouverneur général des Pays-Bas. La guerre civile déchire maintenant le pays. Haarlem a basculé officiellement dans le camp orangiste le 4 juillet 1572, mais les notables de la ville ont longtemps hésité. Quand Don Fadrique commence sa marche vers le nord, après avoir réduit en cendres Malines, Zutphen et Naarden, 4 représentants de Haarlem se rendent à Amsterdam pour tenter de négocier. Pendant leur absence, le gouverneur Wigbold Ripperda, un partisan convaincu d'Orange, prend le pouvoir par un coup de force. Il rassemble la garde municipale et remplace l'administration par des orangistes. Quand les 4 négociateurs reviennent, Ripperda les fait arrêter comme traîtres. Le même jour, la cathédrale Saint-Bavon est dépouillée de ses symboles catholiques. Haarlem vient de déclarer la guerre à l'Espagne. Don Fadrique arrive avec 30 000 hommes rodés au combat. Face à lui, Haarlem peut compter sur environ 4 000 défenseurs, dont beaucoup sont de simples bourgeois sans expérience militaire. Les fortifications de la ville sont en piteux état. Les murailles datent du Moyen Âge et n'ont jamais été conçues pour résister à l'artillerie moderne. Le terrain autour de la ville est plat, impossible à inonder facilement, ce qui offre aux Espagnols de multiples positions pour installer leur campement. Seul avantage, le Haarlemmermeer, un grand lac situé à proximité, permet en théorie de ravitailler la ville par bateau. Le 11 décembre 1572, Don Fadrique lance son premier assaut. Il a choisi la Kruispoort, une porte au nord de la ville. Erreur tactique, c'est justement la partie la mieux fortifiée des remparts. Les défenseurs repoussent l'attaque avec une violence inattendue. Les Espagnols perdent des centaines d'hommes sans gagner un pouce de terrain. Don Fadrique comprend qu'il a sous-estimé ses bourgeois hollandais. Il va falloir s'installer pour un long siège. L'hiver 1572-1573 est particulièrement rigoureux. Normalement, les armées européennes évitent de se battre en hiver. Le froid, la neige, le manque de provisions rendent les campagnes militaires presque impossibles. Mais Don Fadrique sait que Haarlem est crucial. Si la ville tombe, toute la Hollande suivra. Il maintient donc le siège malgré les conditions épouvantables. Ses soldats grelottent dans leur campement. Les maladies se propagent, les désertions se multiplient. Mais l'étau se resserre lentement autour de la ville. Les 2 premiers mois, la situation reste équilibrée. Les Espagnols creusent des tunnels pour atteindre les murailles et les faire s'effondrer. Les défenseurs creusent leurs propres galeries pour détecter les tunnels ennemis et les faire exploser. C'est une guerre souterraine, invisible, où chaque camp cherche à surprendre l'autre. En surface, les bombardements se poursuivent jour et nuit. Les boulets espagnols pulvérisent les maisons, tuent les civils, détruisent les réserves de nourriture. À l'intérieur de Haarlem, toute la population participe à la défense.
Les hommes montent la garde sur les remparts, réparent les brèches, repoussent les assauts. Les femmes transportent des briques, de la terre, du bois, pour reconstruire ce que l'artillerie espagnole détruit chaque jour. Même les enfants aident en apportant de l'eau, de la nourriture, des munitions. Une femme va marquer ce siège de son empreinte, Kenao Simons-Dr. Hasselaer. Kenao est une veuve de 46 ans qui dirige un chantier naval. Quand son mari est mort en 1562, elle a repris l'affaire, chose rare pour une femme à cette époque. Elle a 4 enfants, dont 3 filles et un fils. Dès le début du siège, elle organise les femmes de la ville pour participer à la défense. Pendant que les hommes combattent, les femmes de Haarlem travaillent jour et nuit pour maintenir les fortifications. Kenao dirige ses équipes avec une énergie extraordinaire. Elle ne dort presque pas, encourage tout le monde, donne l'exemple en portant elle-même des charges lourdes. Les témoignages contemporains la décrivent comme une femme au caractère masculin, la plus courageuse de tous ceux qui harcèlent l'ennemi sans relâche. Certains racontent qu'elle verse du goudron bouillant sur les assaillants espagnols, qu'elle jette des pierres, qu'elle se bat comme un soldat. Les historiens débattent encore aujourd'hui de la réalité de ses exploits. Ce qui est certain, c'est que Kenao devient rapidement une légende, le symbole de la résistance de Haarlem. Les gravures et peintures de l'époque la représentent armée jusqu'aux dents, menant une armée de 300 femmes au combat. La propagande orangiste en fait une héroïne nationale. La vérité est probablement moins spectaculaire, mais tout aussi remarquable. Kenao et les femmes de Haarlem ont travaillé sans relâche pour maintenir les défenses de la ville. Elles ont transporté des tonnes de terre et de matériaux pour boucher les brèches ouvertes par l'artillerie espagnole. Elles ont soigné les blessés, rationné la nourriture, maintenu le moral de la population. Sans leur contribution, Haarlem n'aurait jamais tenu 7 mois. Au début de 1573, la situation commence à se dégrader. Les réserves de nourriture diminuent dangereusement. Le blocus espagnol empêche la plupart des convois de ravitaillement d'atteindre la ville. Guillaume d'Orange envoie bien quelques navires chargés de vivres sur le Haarlemmer Meer, mais ce n'est pas suffisant pour nourrir une population entière. Les prix explosent. Le pain devient un luxe. Les habitants commencent à manger leurs chevaux, leurs chiens, leurs chats. Don Fadrique intensifie la pression. Il sait que la famine est sa meilleure arme. Chaque semaine qui passe affaiblit un peu plus les défenseurs. Ses canons pilonnent la ville sans interruption. Les sorties nocturnes des Haarlemois pour surprendre les campements espagnols deviennent de plus en plus coûteuses en vies humaines. Les deux camps perdent des centaines d'hommes dans ces escarmouches brutales. En mars 1573, le tournant décisif arrive. Amsterdam, toujours fidèle à l'Espagne, envoie une flotte sur le Haarlemmer Meer pour couper définitivement les lignes de ravitaillement de Haarlem. Le 29 mars, les navires amsterdamois occupent le lac et complètent l'encerclement de la ville. C'est la fin de tout espoir de recevoir de la nourriture par voie maritime. Mais le coup le plus dur vient en mai. Le 26 mai 1573, une bataille navale décisive se déroule sur le Haarlemmer Meer. Une flotte espagnole et amsterdamoise commandée par Maximilien de Hénin-Liétard affronte les gueux de la mer qui tentaient encore de ravitailler Haarlem. Après plusieurs heures de combats acharnés, les rebelles sont contraints de se retirer. Les Espagnols contrôlent désormais totalement le lac. Haarlem est complètement isolé. La famine s'installe. En mai, il n'y a plus de pain dans la ville. Les habitants mangent les rats, les souris, l'herbe, le cuir des chaussures et des ceintures bouillies dans l'eau. Les vieux et les enfants meurent les premiers. Les cadavres s'empilent dans les rues car personne n'a plus la force de les enterrer. L'odeur de la mort imprègne chaque quartier. Les maladies se propagent. La dysenterie, le typhus, la variole décimant la population affamée. Wigbold Ripperda, le gouverneur, maintient la discipline avec une poigne de fer. Il fait exécuter quiconque parle de se rendre. Les femmes et les enfants qui pleurent de faim reçoivent l'ordre de se taire pour ne pas démoraliser les combattants. Ripperda sait que la moindre faiblesse sera fatale. Il espère que Guillaume d'Orange enverra une armée de secours avant que la ville ne s'effondre complètement. Au début de juin 1573, les défenseurs prennent une décision terrible. Ils détiennent environ 500 prisonniers espagnols capturés lors des sorties nocturnes. Ces prisonniers consomment de la nourriture dont la population a désespérément besoin. Ripperda ordonne leur exécution. Tous sont massacrés, certains jetés dans le Sparn, d'autres décapités. C'est un acte de désespoir qui montre à quel point la situation est devenue catastrophique. Don Fadrique, de son côté, a ses propres problèmes. Le siège dure depuis 7 mois. Ses soldats sont épuisés, démoralisés, malades. Beaucoup n'ont pas été payés depuis des mois.
Les désertions se multiplient. Le duc d'Albe, son père, lui envoie des lettres cinglantes pour le presser d'en finir. Dans une correspondance devenue célèbre, le duc écrit qu'il enverrait sa propre femme si son fils n'était pas capable de prendre cette misérable ville. L'humiliation pousse Don Fadrique à redoubler d'efforts. Début juillet 1573, Guillaume d'Orange tente un dernier coup désespéré. Il rassemble une armée de 5000 hommes et les envoie briser le siège. Si ces renforts parviennent à Haarlem, la ville pourra tenir encore plusieurs mois. Don Fadrique apprend l'existence de cette armée de secours par ses espions. Il prépare une embuscade. Le 8 juillet, l'armée orangiste approche de Haarlem. Les défenseurs, depuis les remparts, voient leur libérateur arriver. L'espoir renaît. Mais Don Fadrique a disposé ses troupes avec soin. Au moment où l'armée de secours s'engage dans un défilé étroit, les Espagnols surgissent de toutes parts. Le piège se referme. C'est un carnage. Les 5000 soldats sont massacrés en quelques heures. Presque aucun ne survit. Depuis les murailles de Haarlem, les habitants assistent impuissants à l'anéantissement de leur dernière chance. Cette défaite brise définitivement le moral des Haarlemois. Il n'y aura pas de secours. Ils sont seuls, affamés, épuisés, après 7 mois de siège ininterrompu. Les cadavres émaciés jonchent les rues. Les survivants n'ont plus la force de combattre. Le 12 juillet 1573, Wigbold Ripperda comprend que c'est terminé. Il envoie des émissaires négocier la reddition. Don Fadrique exige une capitulation inconditionnelle. Ripperda tente d'obtenir des garanties, épargner la population civile, ne pas piller la ville, traiter humainement les prisonniers. Don Fadrique refuse d'abord, puis accepte finalement un compromis. Les citoyens pourront racheter la ville pour l'énorme somme de 240 000 florins. En échange, il n'y aura pas de pillage généralisé et la population civile sera épargnée. Par contre, toute la garnison sera exécutée, ainsi qu'une quarantaine de notables considérés comme les meneurs de la rébellion. Le 13 juillet 1573, après 7 mois de résistance acharnée, Haarlem ouvre ses portes. Les soldats espagnols entrent dans une ville fantôme. Des milliers de cadavres pourrissent dans les rues. Les survivants sont des squelettes vivants, trop faibles pour même marcher. L'odeur est insupportable. Certains soldats espagnols vomissent en découvrant l'horreur de ce que le siège a produit. Don Fadrique tient parole concernant le pillage. Après 7 mois de privation, ces soldats espéraient se dédommager en pillant la ville, mais l'énorme rançon de 240 000 florins les calme. Les citoyens sont autorisés à quitter la ville. Mais pour les soldats et les meneurs de la rébellion, l'heure du châtiment a sonné. Les exécutions commencent immédiatement. Wigbold Ripperda et son lieutenant sont décapités en premier. Puis c'est le tour de la garnison. Les mercenaires allemands sont épargnés car Don Fadrique ne veut pas se mettre à dos les États allemands dont il pourrait avoir besoin des services à l'avenir. Mais les Hollandais, les Anglais et les Huguenots français n'ont aucune chance. Environ 1500 hommes sont condamnés à mort. Les exécutions prennent plusieurs jours. Au début, les bourreaux décapitent les condamnés. Mais le nombre de prisonniers est tel que cette méthode devient trop lente. De plus, les Espagnols commencent à manquer de munitions après 7 mois de siège. Don Fadrique ordonne alors une solution plus économique et plus rapide, la noyade. Les soldats espagnols attachent les prisonniers 2 par 2, dos à dos. Puis ils les jettent dans le Sparn, la rivière qui traverse Haarlem. Les malheureux se débattent quelques instants avant de couler. L'eau se teinte de rouge. Pendant des heures, les cris des condamnés résonnent dans toute la ville. Les survivants assistent horrifiés à ce spectacle cauchemardesque. Au total, environ 2000 personnes sont exécutées dans les jours qui suivent la reddition. Certains sont décapités, d'autres noyés, quelques-uns pendus. Une quarantaine de notables et d'échevins considérés comme particulièrement responsables de la rébellion sont également mis à mort. Kenao Hasseler n'apparaît curieusement pas sur la liste des criminels de guerre dressés par les Espagnols, ce qui a fait douter certains historiens de l'étendue réelle de son rôle militaire. Elle quittera Haarlem peu après la fin du siège et mourra en 1588 à l'âge de 62 ans. Une fois les exécutions terminées, Don Fadrique se rend à la cathédrale Saint-Bavon pour remercier Dieu de sa victoire. Il fait célébrer une messe solennelle, mais sa joie est de courte durée. Le siège de Haarlem lui a coûté plus de 10 000 hommes tués ou blessés. 7 mois pour prendre une seule ville, et pendant ce temps, le reste des Pays-Bas s'est organisé sous la direction de Guillaume d'Orange.
Le coût humain est effroyable des deux côtés. Sur les 18 000 habitants que comptait Haarlem, au début du siège, environ 12 000 sont morts de faim, de maladie ou lors des combats. Des quartiers entiers sont déserts, les maisons sont détruites, les commerces pillés malgré les promesses, les champs ravagés. Il faudra des années pour que la ville se relève. Mais paradoxalement, cette défaite va se transformer en victoire stratégique pour la cause orangiste. Les 7 mois de résistance acharnée de Haarlem ont donné à Guillaume d'Orange le temps de consolider ses positions ailleurs. Pendant que Dom Fadrique s'enlisait devant Haarlem, les autres villes rebelles ont renforcé leur défense, levé des troupes, organisé leur administration. En août 1573, à peine un mois après la chute de Haarlem, Dom Fadrique met le siège devant Alkmaar. Il s'attend à une victoire rapide après avoir écrasé Haarlem. Mais les habitants d'Alkmaar, inspirés par l'exemple de leurs voisins, résistent avec la même détermination. Mieux encore, ils ouvrent les digues et inondent toute la région. Les troupes espagnoles se retrouvent piégées dans un océan de boue. Les assauts échouent les uns après les autres. Le 8 octobre 1573, Dom Fadrique est contraint de lever le siège. C'est la première victoire militaire des rebelles. Un dicton néerlandais dit encore aujourd'hui, c'est à Alkmaar qu'a commencé la victoire. Le 11 octobre 1573, quelques jours après l'échec d'Alkmaar, la flotte des gueux de la mer remporte une victoire écrasante sur les Espagnols lors de la bataille du Zuiderzee. Maximilien de Hénin-Liétard, qui avait gagné la bataille du Haarlemmermeer en mai, est capturé. Ce prisonnier de marque permet à Guillaume d'Orange de négocier avec les Espagnols le respect de la vie des prisonniers lors des futurs affrontements. Les noyades et massacres de masse vont enfin cesser. Le duc d'Albe, critiqué même par les catholiques pour sa cruauté excessive, demande son rappel. En décembre 1573, il quitte les Pays-Bas pour l'Espagne. Son remplaçant, Louis de Rexent, adopte une politique plus modérée. Mais il est trop tard. Les Pays-Bas du Nord sont désormais irrécupérables pour l'Espagne. La guerre va encore durer 75 ans, jusqu'en 1648. Mais l'indépendance des Provinces-Unies est déjà acquise dans les faits. Le siège de Haarlem devient rapidement un symbole. Les villes néerlandaises qui célèbrent leur libération du joug espagnol, Alkmaar depuis le 8 octobre 1573, Leyde depuis le 3 octobre 1574, organisent chaque année des festivités joyeuses. Mais Haarlem n'a pas gagné. La ville est tombée. Sa population a été décimée. Ses défenseurs ont été noyés dans le Sparn. Cette défaite rend les célébrations problématiques. Pourtant, les Néerlandais n'oublient jamais Haarlem. La résistance acharnée de la ville inspire les générations suivantes. Les 7 mois de siège prouvent qu'il est possible de tenir tête aux terribles tercios espagnols, réputés invincibles. Les femmes de Haarlem menées par Kenau deviennent un exemple de courage et de détermination. Quand les autres villes assiégées commencent à manquer de nourriture, elles pensent à Haarlem et trouvent la force de continuer. Le siège de Haarlem marque aussi un tournant dans la façon de faire la guerre. Les massacres de populations civiles, les noyades de masse, les exécutions sommaires choquent l'opinion européenne. Même les alliés de Philippe II commencent à trouver que les méthodes espagnoles vont trop loin. La capture de Maximilien de Hénin-Liétard au Zuiderzee permet de négocier une sorte de convention sur le traitement des prisonniers. Ce n'est qu'un début timide, mais c'est un progrès. Sur le plan militaire, le siège démontre l'importance des fortifications modernes et de la mobilisation totale de la population. Haarlem n'avait pas de murailles exceptionnelles, pas d'armée professionnelle importante, pas de réserve de nourriture considérable. Mais chaque habitant a participé à la défense. Les hommes ont combattu, les femmes ont travaillé, les enfants ont aidé. Cette mobilisation totale a permis de tenir 7 mois contre une armée 10 fois supérieure en nombre. Les Espagnols tirent aussi des leçons du siège. Dom Fadrique comprend qu'il ne pourra jamais reconquérir les Pays-Bas en assiégeant les villes une par une. Chaque siège coûte trop cher en hommes, en argent, en temps. Il faudrait des décennies pour soumettre toutes les villes rebelles de cette manière. La stratégie espagnole va devoir évoluer vers une guerre plus mobile, avec des batailles en rase campagne et des raids pour détruire l'économie ennemie. Le problème financier devient critique pour l'Espagne. Le siège de Haarlem a coûté une fortune. Les soldats, qui n'ont pas été payés depuis des mois, commencent à se mutiner. En septembre 1575,
Philippe II suspend tous les paiements d'intérêts sur sa dette. C'est la banqueroute. L'armée espagnole aux Pays-Bas, privée de soldes, se désintègre progressivement. Les mutineries se multiplient. Des régiments entiers désertent ou pillent les villages pour survivre. Cette crise financière profite directement à Guillaume d'Orange. Pendant que l'Espagne s'enfonce dans les difficultés économiques, les provinces rebelles organisent leur propre système fiscal. Les États de Hollande et de Zélande votent des impôts pour payer les troupes orangistes. Une marine de guerre est créée. Une administration efficace se met en place. Les Provinces-Unies deviennent un État de fait, même si elles proclament encore formellement reconnaître la souveraineté de Philippe II. La mémoire du siège de Haarlem va traverser les siècles. En 1770, Juliana de Lannoy écrit une pièce de théâtre sur le siège qui connaît un grand succès. Au XIXe siècle, des peintres romantiques représentent Kenau Asselaer menant ses 300 femmes au combat devant la porte d'Amsterdam. En 1944, en pleine Seconde Guerre mondiale, l'historien F. de Witt Hubers publie Het Beleg van Haarlem, un livre qui rappelle aux Néerlandais occupés par les nazis que leurs ancêtres ont déjà résisté à un envahisseur impitoyable. En 2014, un film néerlandais intitulé Kenau raconte le siège du point de vue de l'héroïne légendaire. Le réalisateur Marten Treurniet montre la brutalité du conflit sans phare. Les scènes de famine, de bombardements, de combats au corps à corps rendent hommage au sacrifice des Haarlemois. Le film rappelle aussi que derrière les légendes héroïques, il y a des êtres humains ordinaires qui ont simplement essayé de survivre dans des circonstances extraordinaires. Aujourd'hui, peu de traces du siège subsistent à Haarlem. La porte d'Amsterdam est le seul vestige des anciennes fortifications qui a survécu. La cathédrale Saint-Bavon, où Dom Fadrique a célébré sa victoire, existe toujours. Un parc porte le nom de Kenau, Kenau Park, ainsi qu'une rue, Kenaustraat. Une statue représentant Kenau et Wigbold Ripperda ensemble se dresse sur la place de la gare, œuvre de la sculptrice française Graziella Curelli. Les deux héros sont unis dans le bronze comme ils l'ont été dans la Résistance. Le Sparne coule paisiblement à travers la ville moderne. Difficile d'imaginer qu'en juillet 1573, cette rivière a charrié 2000 cadavres de soldats noyés par les Espagnols. Les touristes qui se promènent sur ces berges ignorent généralement ce passé sanglant. Haarlem est devenue une ville prospère, connue pour ses tulipes, ses musées, son architecture élégante. Mais sous cette tranquillité, l'histoire reste présente. Les historiens continuent de débattre de certains aspects du siège. Le rôle exact de Kenau fait l'objet de controverses. En 1872, l'historien Cornelius Ekama a questionné la légende en soulignant que ni Kenau ni aucune autre femme n'apparaît sur la liste des criminels de guerre dressés par les Espagnols. Si elles avaient vraiment combattu les armes à la main, les Espagnols les auraient certainement identifiées et exécutées. D'autres historiens répondent que les archives de Haarlem ont été largement détruites pendant le siège, rendant difficile la vérification de nombreux détails. Ce qui reste indéniable, c'est que les femmes de Haarlem ont joué un rôle crucial dans la défense de leur ville. Même si elles n'ont pas toutes manié l'épée comme la propagande orangiste l'a prétendu, elles ont travaillé jour et nuit pour maintenir les fortifications, rationner les ressources, soigner les blessés, maintenir le moral. Sans elles, la ville n'aurait jamais tenu 7 mois. Le nombre exact de victimes reste également sujet à débat. Les sources contemporaines donnent des chiffres très variables. Certaines parlent de 1500 exécutions après la reddition, d'autres de 2000. Quelques-unes montent jusqu'à 2500. Les pertes militaires espagnoles sont estimées entre 8000 et 12 000 hommes. Du côté néerlandais, entre 10 000 et 12 000 civils et soldats sont morts pendant le siège. Ces imprécisions reflètent le chaos de l'époque et la difficulté de tenir des registres précis pendant un conflit aussi violent. Le siège de Haarlem s'inscrit dans un contexte plus large, celui de la naissance de la nation néerlandaise. Avant la révolte contre l'Espagne, les Pays-Bas n'existaient pas en tant qu'entité politique unifiée. C'était un ensemble de provinces aux traditions différentes, aux intérêts divergents, parfois rivales. La guerre contre l'Espagne va forger une identité commune, basée sur la résistance à l'oppression et la défense de la liberté. Cette identité néerlandaise naissante se construit autour de plusieurs éléments. D'abord, la religion. Le calvinisme devient le ciment qui unit les provinces du Nord. Ensuite, la figure de Guillaume d'Orange, qui incarne la résistance et l'espoir d'un avenir meilleur. Enfin, les épisodes héroïques comme le siège de Haarlem, qui créent une mythologie nationale. Les Néerlandais deviennent le petit peuple courageux qui tient tête à la plus grande puissance européenne.
Cette mythologie a des conséquences politiques importantes. Elle légitime la révolte contre un souverain légitime, chose exceptionnelle dans l'Europe du XVIe siècle où le droit divin des rois est rarement contesté. Elle justifie aussi la création d'un nouvel État, les Provinces-Unies, qui va devenir une république alors que toute l'Europe est monarchique. Le siège de Haarlem prouve que le peuple peut se défendre lui-même, qu'il n'a pas besoin d'attendre qu'un roi ou un noble le protège. L'impact économique du siège dépasse largement Haarlem. La guerre perturbe gravement le commerce dans toute la région. Les routes commerciales sont coupées, les marchandises bloquées, les marchands ruinés. Anvers, alors la plus grande ville commerciale d'Europe, commence son lent déclin. Amsterdam, qui a choisi le camp espagnol pendant le siège de Haarlem, va basculer dans le camp orangiste en 1578 et devenir la nouvelle capitale économique des Pays-Bas. Ce changement aura des répercussions pendant des siècles. La guerre crée aussi de nouvelles opportunités économiques. Les provinces rebelles développent leur propre industrie militaire pour fabriquer des armes, des munitions, des navires de guerre. Les chantiers navals se multiplient. La construction navale néerlandaise, qui va dominer le monde au XVIIe siècle, trouve ses racines dans cette période. Kenno Hasselaer elle-même était propriétaire d'un chantier naval, ce qui montre l'importance de cette industrie pour l'économie de Haarlem. Sur le plan religieux, le siège accélère la conversion de la Hollande au calvinisme. Avant 1572, la majorité de la population restait catholique, même si une minorité calviniste active poussait à la réforme. Après les massacres espagnols et les atrocités du siège, beaucoup de catholiques modérés se tournent vers le protestantisme. Guillaume d'Orange lui-même se convertit au calvinisme en 1573, quelques mois après la chute de Haarlem, pour consolider son alliance avec les provinces rebelles. Cette conversion religieuse massive a des conséquences culturelles profondes. Les églises catholiques sont transformées en temples protestants. Les statues et décorations sont détruites ou vendues. Les monastères sont fermés, leurs biens confisqués. Une nouvelle culture protestante émerge, plus austère, plus centrée sur la lecture de la Bible, moins attachée aux rituels et aux images. Cette culture protestante va marquer profondément l'identité néerlandaise pour les siècles à venir. Le siège de Haarlem influence également l'art néerlandais. Les peintres hollandais du XVIIe siècle, 50e siècle d'or néerlandais, puisent souvent leur inspiration dans les épisodes héroïques de la guerre contre l'Espagne. Les tableaux représentant des scènes de bataille, des portraits de héros, des allégories de la liberté se multiplient. Kenno Hasselaer devient un sujet populaire. Les gravures la montrant menant ses femmes au combat se vendent dans toute l'Europe. Cette iconographie héroïque a cependant un côté obscur. Elle tend à embellir la réalité de la guerre, à en faire oublier l'horreur. Les tableaux montrent des batailles propres, des héros sans peur, des victoires glorieuses. Ils ne montrent pas les cadavres pourrissant dans les rues de Haarlem, les enfants mourant de faim, les soldats noyés dans le Sparn. Cette idéalisation de la guerre est courante dans l'art de toutes les époques, mais elle crée un décalage entre la mémoire collective et la réalité historique. La littérature s'empare aussi du siège. Outre les pièces de théâtre, de nombreux poèmes, chansons et pamphlets racontent l'histoire de Haarlem. Ces textes circulent largement dans les provinces rebelles et servent de propagande. Ils maintiennent le moral des populations, justifient la poursuite de la guerre, glorifient les sacrifices. La bataille pour les cœurs et les esprits est aussi importante que la bataille sur le terrain. Les Espagnols développent leur propre propagande. Leurs chroniqueurs présentent Don Fadric comme un héros qui a châtié de dangereux rebelles. Les exécutions massives sont justifiées par la nécessité de rétablir l'ordre et de punir l'hérésie. Les sources espagnoles minimisent les atrocités et insistent sur la clémence de Don Fadric envers la population civile. Cette guerre des récits montre que la bataille de l'information n'est pas une invention moderne. Le siège a également des répercussions diplomatiques. Les puissances européennes suivent attentivement ce qui se passe aux Pays-Bas. L'Angleterre d'Élisabeth Ier soutient discrètement les rebelles en leur offrant des ports de refuge et parfois de l'argent. La France, divisée par ses propres guerres de religion, hésite à intervenir, mais envoie des mercenaires huguenots combattre aux côtés des Néerlandais. L'Empire allemand est partagé entre États protestants sympathisants des rebelles et États catholiques fidèles à l'Espagne. Philippe II d'Espagne considère la révolte néerlandaise comme une menace existentielle. Si les Pays-Bas obtiennent leur indépendance, cela créera un précédent dangereux. D'autres territoires de son immense empire pourraient être tentés de suivre l'exemple. De plus,
Les Pays-Bas sont une région extrêmement riche qui rapporte des sommes considérables au trésor espagnol. Perdre cette source de revenus serait catastrophique pour les finances royales, déjà mises à mal par les guerres incessantes contre les Turcs en Méditerranée et contre les protestants en Europe. Le duc d'Albe avait reçu pour mission de briser la révolte rapidement et brutalement. Le siège de Haarlem devait servir d'exemple pour terroriser les autres villes. Mais la stratégie a échoué. Au lieu d'être terrorisées, les autres villes ont été inspirées. Elles ont compris qu'il était possible de résister, que les Espagnols n'étaient pas invincibles. Ce retournement psychologique est peut-être la conséquence la plus importante du siège. Don Fadrique lui-même n'a pas tiré beaucoup de gloire de sa victoire. Certes, il a pris Haarlem, mais au prix de 7 mois d'efforts, de milliers de soldats perdus, de ressources énormes gaspillées. Son échec devant Alkmaar quelques semaines plus tard a effacé la victoire de Haarlem. Quand son père, le duc d'Albe, quitte les Pays-Bas en décembre 1573, ils sont tous les deux en disgrâce. Philippe II les considère comme responsables de l'enlisement de la situation. Don Fadrique rentre en Espagne avec son père. Sa carrière militaire est terminée. Il va passer le reste de sa vie empêtré dans des scandales personnels. En 1578, il est emprisonné pour avoir rompu une promesse de mariage. Un incident qui révèle les mœurs particulières de la noblesse espagnole de l'époque. Il meurt en 1583 à Lisbonne, à l'âge de 46 ans, sans avoir jamais retrouvé la faveur royale. Son nom reste associé au siège de Haarlem, mais pas de la façon glorieuse qu'il espérait. Le duc d'Albe meurt en 1582, un an avant son fils. Malgré ses victoires militaires, il est considéré comme un échec. Sa politique de terreur n'a fait qu'enraciner la révolte au lieu de l'éteindre. Les historiens espagnols eux-mêmes reconnaîtront plus tard que l'approche du duc d'Albe était contre-productive. Un peu plus de souplesse, un peu moins de massacres aurait peut-être permis de sauver les Pays-Bas pour l'Espagne. Guillaume d'Orange, au contraire, sort renforcé du siège de Haarlem. Il n'a pas pu sauver la ville, mais il a gagné du temps pour organiser la résistance ailleurs. Son prestige grandit après les victoires d'Alkmaar et du Zuiderzee. En 1581, les provinces rebelles proclameront officiellement leur indépendance par l'acte de La Haye, créant la République des 7 provinces unies. Guillaume en sera le premier statuteur, même s'il sera assassiné en 1584 par un fanatique catholique. Le siège de Haarlem marque donc un tournant dans la guerre de 80 ans. Ce n'est pas une victoire décisive pour l'un ou l'autre camp, mais c'est le moment où la balance commence à pencher en faveur des rebelles. Les Espagnols ne pourront plus jamais reprendre l'initiative. Ils vont certes remporter encore des victoires, reconquérir certaines provinces du sud, l'actuelle Belgique, mais le nord leur échappera définitivement. Cette division des Pays-Bas entre nord et sud, entre provinces protestantes indépendantes et provinces catholiques restées espagnoles, va créer des frontières qui existent encore aujourd'hui. Les Pays-Bas et la Belgique sont 2 pays distincts, en grande partie à cause des événements de 1572-1573. Le siège de Haarlem a ainsi contribué à dessiner la carte de l'Europe moderne. Sur le plan humain, le siège reste une tragédie. Les 12 000 morts de Haarlem, les 2 000 soldats noyés dans le Sparne, les milliers de soldats espagnols tombés devant les murailles, tous ces hommes et ces femmes ont payé de leur vie les ambitions politiques et religieuses de leurs dirigeants. Qu'ils soient morts pour l'indépendance de leur patrie ou pour la gloire de leur roi, ils sont tous victimes d'une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Le souvenir du siège nous rappelle que la liberté a toujours un prix. Les Haarlemois de 1573 ont choisi de résister plutôt que de se soumettre, sachant qu'ils risquaient la mort. Leur sacrifice n'a pas été vain puisque les Pays-Bas ont finalement obtenu leur indépendance. Mais on peut se demander ce qu'auraient dit les 12 000 morts de Haarlem s'ils avaient pu voir le résultat final. Auraient-ils considéré que le prix valait la peine d'être payé? Cette question reste sans réponse. Ce qui est certain, c'est que l'histoire a retenu le courage des défenseurs de Haarlem plutôt que leur défaite. Kenau Hasselaer est devenu un symbole national. Wigbold Ripperda, un héros martyrisé. Les 2000 noyés du Sparne, des victimes d'une injustice criante qui a choqué toute l'Europe. Le siège de Haarlem appartient désormais à la mythologie nationale néerlandaise, aux côtés d'autres épisodes glorieux comme le siège de Leyde ou la bataille du Zuiderzee. 7 mois de souffrance, 12 000 morts, 2000 exécutions. Des chiffres qui donnent le vertige. Derrière ces statistiques, il y avait des individus avec leurs rêves, leurs peurs, leurs familles. Des commerçants qui voulaient simplement faire du commerce, des artisans qui voulaient pratiquer leur métier,
des mères qui voulaient élever leurs enfants. La guerre les a tous engloutis dans son tourbillon de violence. Le Sparne coule toujours à travers Haarlem. Ses eaux calmes ne gardent aucune trace des 2000 corps qui y ont été jetés en juillet 1573. La ville a été reconstruite, repeuplée, embellie, mais l'histoire reste gravée dans la mémoire collective. Tant que les Néerlandais se souviendront de Kenau, de Ripperda, du siège qui a duré 7 mois et des 2000 soldats noyés après la capitulation, le sacrifice de Haarlem ne sera pas oublié. C'est peut-être la seule consolation pour les morts, leur souvenir survit. Dans les livres d'histoire, dans les pièces de théâtre, dans les films, dans les statues qui ornent les places de Haarlem, l'histoire du siège continue à être racontée. Chaque génération redécouvre les héros de 1573 et s'inspire de leur courage. La défaite militaire s'est transformée en victoire morale, et c'est peut-être ce qui compte le plus au final.